Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nexus Horizon AI. Ici Sarah et je suis comme toujours accompagnée de Thomas, notre expert résident en bioéthique et futurologie. Salut Thomas. Salut Sarah, ravi d'être là, même si le sujet d'aujourd'hui me donne, je dois l'avouer, quelques sueurs froides. Ah, tu n'es pas le seul. Aujourd'hui, on s'attaque à un morceau gigantesque. On va parler de la fin des mers, ou plus techniquement, de l'ectogénèse. On a tous vu passer cette vidéo virale récemment, celle d'Ectolife. Thomas, pour ceux qui auraient hiberné ces derniers mois, est-ce que tu peux nous peindre le tableau ? Alors, imagine une immense salle, un peu comme un entrepôt Amazon ou un centre de serveurs informatiques, mais immaculé, blanc, clinique. Et au lieu de serveurs, tu as des rangées et des rangées de capsules translucides, des pods. À l'intérieur de chaque pod, il y a un bébé qui flotte dans un liquide synthétique. Ils sont reliés non pas à un cordon ombilical, mais à des tubes et des capteurs. La vidéo conceptuelle, créée par le réalisateur Hachem Al-Ghaouili, nous vend ça comme la première usine d'utérus artificiel au monde. Le chiffre qui circule est hallucinant. On parle de 30 000 bébés par an, c'est ça ? Exactement, 30 000 bébés incubés, nourris et surveillés par une intelligence artificielle qui gère tout, des nutriments à la température. Dans la vidéo, il te montre même une application sur smartphone. Les parents peuvent surveiller les signes vitaux de leur enfant depuis leur canapé, lui parler via des haut-parleurs internes et même, accroche-toi bien, choisir des caractéristiques génétiques avec un forfait élite. C'est là que ça devient digne de Black Mirror. On dirait de la pure science-fiction. Mais on sait que cette vidéo précise est un concept artistique. Ce n'est pas une vraie usine qui existe aujourd'hui. Mais la question qui brûle les lèvres, c'est est-ce que c'est pour demain matin ? Est-ce qu'on est dans le fantasme ou dans l'anticipation ? C'est toute l'ambiguïté. Ectolife, l'usine, n'existe pas. C'est une vision. Mais la technologie qui la sous-tend, elle est beaucoup plus réelle qu'on ne le pense. On ne part pas de zéro. Il faut parler de ce qui s'est passé en 2017 à l'hôpital pour enfants de Philadelphie, l'expérience du BioBag. Oui, j'ai vu les photos de ça. C'était des agneaux, non ? C'était assez perturbant visuellement. C'est le moins qu'on puisse dire. Imagine un agneau fœtal, prématuré, enfermé dans ce qui ressemble littéralement à un grand sac de congélation, un sac plastique transparent. Il baigne dans un fluide qui imite le liquide amniotique et son cordon ombilical est connecté à une machine qui oxygène son sang. Ce n'est pas un ventilateur qui force l'air dans les poumons, car à ce stade, les poumons sont remplis de liquide. C'est vraiment un système de circulation extracorporelle. Et ça a marché ? Incroyablement bien, les agneaux ont grandi, ils ont développé leur laine, leurs organes ont mûri, ils ont ouvert les yeux. Après quelques semaines, ils ont été nés une seconde fois, sortis du sac et ils étaient en parfaite santé. L'objectif initial, et il est crucial de le rappeler, c'était purement médical, c'était pour sauver les grands prématurés humains. C'est là que la frontière est floue, parce que si on peut maintenir un agneau ou un humain à partir de 22 ou 23 semaines de gestation, techniquement, on a déjà un utérus artificiel partiel. C'est ça. Pour l'instant, la barrière technologique, c'est le début de la grossesse. L'implantation de l'embryon, la formation du placenta, les premières semaines de division cellulaire, c'est une biochimie d'une complexité inouïe qu'on ne sait pas encore reproduire artificiellement. Donc pour l'instant, on ne peut pas faire bébé éprouvette du jour 1 au 9e mois. Mais on grignote, on repousse la limite de la viabilité. Et des équipes en Israël et aux Pays-Bas travaillent déjà sur des embryons de souris cultivés mécaniquement pendant une bonne partie de leur gestation. Donc la technologie avance. Mais si on met de côté la technique une seconde, Thomas, il faut qu'on parle de l'impact sociétal. Parce que là, on touche à quelque chose de viscéral. La maternité, c'est le socle de notre biologie depuis la nuit des temps. Si demain, l'ectogénèse devient possible et sûre, est-ce que ce n'est pas la libération ultime pour les femmes ? C'est l'argument numéro 1 des transhumanistes et de certaines féministes radicales. Pense à ce que ça implique. Plus de nausées, plus de diabète gestationnel, plus de prééclampsie, plus de vergeture et surtout plus de risque de mortalité en couche. La grossesse reste un processus risqué, douloureux et physiquement épuisant. L'externaliser, c'est théoriquement donner une égalité biologique totale entre les hommes et les femmes face à la procréation. C'est vrai que vu comme ça ressemble à un progrès social. Ça permettrait aux femmes de ne pas mettre leur carrière en pause, de ne pas subir les transformations irréversibles de leur corps. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on ne perd pas quelque chose d'essentiel ? Ce lien charnel, cette fusion pendant 9 mois. C'est l'autre versant de la pièce. La grossesse, ce n'est pas juste de la fabrication de tissus, c'est un échange hormonal, émotionnel. Le fœtus entend la voix de la mère, ressent son stress, sa joie, goûte ce qu'elle mange via le liquide amniotique. Si tu remplaces la mère par une cuve en plastique et une pompe silencieuse, qu'est-ce que ça fait au psychisme de l'enfant ?
est-ce qu'on ne va pas créer une génération d'humains avec un trouble de l'attachement primitif? Et puis, il y a la question de la propriété. C'est ce qui m'effraie le plus avec le concept Ectolife. Si mon bébé grandit dans une machine qui appartient à une entreprise privée, disons une méga-corporation, qui est vraiment responsable? Tu mets le doigt sur le point le plus dystopique. Imagine le contrat d'utilisation. En cochant cette case, vous acceptez que les données biométriques de votre fœtus soient utilisées à des fins de recherche. Ou pire, imagine un système d'abonnement. Si tu ne peux plus payer les mensualités du pod au 5e mois, qu'est-ce qu'ils font? Ils débranchent la machine. Ou alors l'entreprise réclame la propriété de l'enfant. C'est terrifiant. Ça transforme la vie humaine en un produit manufacturé. On n'est plus dans la naissance, on est dans la production. Ça me rappelle Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, où les bébés sont décantés dans des flacons et conditionnés avant même de naître. On y est presque. Huxley avait prédit la séparation totale entre la sexualité et la reproduction. L'ectogénèse, c'est la réalisation concrète de cette prophétie. Et ça pose aussi des questions vertigineuses. Si cette technologie coûte cher, ce qui sera forcément le cas dans un premier temps, tu auras les riches qui font grandir leurs bébés dans des pods sécurisés, optimisés, sans risque, et les pauvres qui continuent de subir les grossesses naturelles avec tous les aléas biologiques que ça comporte. On pourrait voir naître une forme de racisme biologique entre les nés de la femme et les nés de la machine. C'est une perspective assez sombre. Mais Thomas, il y a aussi un argument démographique, non? Certains disent que ça pourrait être la solution à la baisse de la natalité mondiale. Oui, c'est l'argument d'Elon Musk et d'autres natalistes. Dans les pays comme la Corée ou le Japon, où la natalité est en chute libre parce que les structures sociales ne permettent pas aux femmes de concilier travail et famille, l'État pourrait être tenté de subventionner des usines à bébés pour maintenir la population. Ça paraît fou, mais si le choix est entre l'extinction économique et l'ectogénèse, certains gouvernements pourraient franchir le pas. L'État qui commande des citoyens comme on commande des fournitures de bureau. Ça donne le vertige. Mais revenons à la science un instant. Tu parlais de la difficulté des premières semaines. Est-ce qu'on a une idée du calendrier? Quand est-ce que le premier bébé humain pourrait naître d'un utérus artificiel, même partiel? Pour l'utérus partiel, type biobag pour les grands prématurés, les essais cliniques sur l'homme sont imminents. La FDA aux États-Unis a eu des réunions très sérieuses à ce sujet récemment. On pourrait voir ça dans les hôpitaux d'ici 5 à 10 ans. Pour l'ectogénèse complète, de la fécondation à la naissance, c'est beaucoup plus loin. Peut-être 50 ans, peut-être plus. Mais la barrière n'est plus tant physique qu'éthique. La communauté scientifique internationale a imposé une règle de 14 jours. On n'a pas le droit de cultiver un embryon humain en laboratoire au-delà du 14e jour. Et cette règle, elle est solide? Elle commence à vaciller. Des voix s'élèvent pour dire qu'on devrait l'étendre à 28 jours pour mieux comprendre certaines maladies congénitales. Une fois qu'on aura poussé à 28, pourquoi pas 40? C'est la technique du pied dans la porte. Ce qui nous amène à notre conclusion et peut-être à la question la plus philosophique de toutes. Si l'humain ne naît plus, s'il n'est plus mis au monde par un autre humain dans la douleur et l'effort, est-ce qu'il reste humain? C'est la définition même de notre humanité qui est en jeu. Hannah Arendt disait que la naissance est la promesse d'un commencement. Si ce commencement devient un processus industriel standardisé, est-ce qu'on ne perd pas notre singularité? Si on supprime le traumatisme de la naissance, on supprime peut-être aussi une part de notre résilience. Et puis, il y a le regard de la mère. Si la première chose que voit un bébé n'est pas un visage humain, mais un bras robotique et des capteurs, comment va-t-il construire son empathie? Peut-être que nous sommes en train de devenir les ancêtres d'une nouvelle espèce. Une espèce libérée de la biologie, mais peut-être aussi déconnectée de la nature. C'est possible. L'ectogénèse pourrait être l'outil qui nous permettrait de coloniser l'espace, par exemple. On ne peut pas envoyer des femmes enceintes subir les radiations cosmiques, mais on pourrait envoyer des embryons congelés et des incubateurs artificiels pour peupler Mars. C'est fascinant, mais ça demande de redéfinir tout ce qu'on croyait savoir sur la famille, la parenté et l'amour. Eh bien, sur cette note à la fois exaltante et terrifiante, on va devoir s'arrêter là. Merci Thomas pour cet éclairage. Merci Sarah. Et n'oubliez pas, le futur se construit aujourd'hui, qu'on le veuille ou non. C'était Nexus Horizon AI. On se retrouve très vite pour un prochain épisode où l'on continuera d'explorer les frontières de notre réalité. D'ici là, gardez l'esprit ouvert.